Comment recruter des A-players? Comment effectivement recruter et surtout avoir des personnes qui soient qualifiées, qui collent avec ce que vous recherchez, sur lesquelles vous n'avez pas 10 000 allers-retours à faire? Comment faire en sorte que vous ayez l'équipe dont vous avez toujours rêvé sans forcément avoir des systèmes ultra complexes de recrutement avec des milliards de questionnaires, de machins, trucs? On va faire simple, rapide et efficace puisque c'est la devise de Simplify. Si vous nous découvrez sur cette vidéo aujourd'hui, donc je suis le cofondateur de Simplify, mes associés Roman et Abigail et moi avons développé du coup le premier incubateur pour les coachs, consultants, infopreneurs et surtout aussi pour les agences en ligne qui ont effectivement des agences de business high ticket en ligne. Aujourd'hui, effectivement, on a décidé de faire cette vidéo où on va apporter un maximum de valeur et surtout vous allez découvrir étape par étape comment faire pour recruter des A-players. Avant de commencer, ce que vous devez comprendre, j'espère que vous y verrez bien sur le tableau, c'est que la première étape, avant de vouloir recruter, vous allez voir, recruter lentement mais sûrement et pas effectivement aller vite pour faire n'importe quoi. L'idée, la première étape que vous devez appliquer, c'est de définir les attentes de votre profil. Parce que ça, la plupart d'entre vous ne le font pas. Quand je parle effectivement de définir les attentes du profil du candidat parfait que vous recherchez, c'est de dire, ok, c'est quoi le cahier des charges, c'est quoi les critères d'un bon recrutement pour moi et surtout d'un bon candidat. Ok, c'est pas tellement recrutement, c'est plutôt d'un bon candidat. Ok. Donc, pour moi aujourd'hui, moi qui ai avec mes associés accompagné des dizaines d'entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui à structurer leurs équipes, nous-mêmes on a eu jusqu'à 25 personnes, 25 freelance, pas salariés, voilà. Et on a eu effectivement à structurer des boîtes et à créer des process de recrutement. La première chose à mettre en place, c'est d'avoir effectivement des critères, ok, d'un bon candidat. Et ça, tac, j'ai baissé la caméra de manière à ce que vous voyez mieux le tableau, c'est que le problème numéro 1, c'est que vous recrutez vite sans avoir de clarté sur les critères d'un bon candidat. Et c'est important de remettre de la clarté là-dessus. Pour moi aujourd'hui, un bon candidat, c'est quelqu'un qui est disponible tout de suite maintenant. Ok, si on doit attendre un mois, on perd de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui est disponible, qui est réactif. C'est quelqu'un forcément qui a un domaine d'expertise, qui est déjà expert, qui est déjà formé. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir le feeling, avec qui ça va fitter sur les valeurs, sur vos valeurs, les valeurs de votre boîte, mais surtout avec vous déjà. Le feeling en tant que donc femme, avec qui vous échangez. Est-ce que le feeling passe? Si oui, ok. Est-ce que la vision de votre boîte inspire cette personne-là, plaît à cette personne-là? Ok. C'est hyper important que ça fitte au niveau humain et au niveau vision de l'entreprise. La mission de votre entreprise, la vision de votre boîte, elle doit la ressentir et elle doit être motivée à l'idée de travailler avec vous. Autre chose, est-ce que cette personne est autonome? Parce que si c'est une personne qui n'est pas autonome, qui a besoin de validation à chaque étape, c'est pas un bon candidat. Il vous faut quelqu'un de peu chronophage et donc il faut quelqu'un qui soit autonome. Quelqu'un qui accepte vos conditions, à savoir vos tarifs, vos attentes, etc. C'est pour ça que, j'y reviendrai après, mais je vous préconise de faire des micro-tests. Et bien évidemment, quelqu'un qui attend et qui répond à votre retour sur investissement qui est attendu. Parce qu'aujourd'hui, si vous recrutez, si vous déléguez, j'ai fait une vidéo sur l'importance de déléguer si vous voulez aller voir, qui vient un peu compléter celle-ci. Si effectivement vous déléguez, vous recrutez, c'est pour forcément avoir un retour sur investissement, soit en termes de temps, soit en termes d'argent. Donc forcément, est-ce que le candidat que vous allez recruter va vous apporter le ROI attendu? Ça, pour moi, c'est les critères d'un bon candidat. La première étape, donc comme je l'ai mis, c'est de définir vos critères s'il y en a à rajouter, je vous ai mis les miens, et surtout après de mettre de la clarté sur qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que toi, qui es en train de regarder cette vidéo, tu sois pleinement satisfait de la collaboration et de freelance à qui tu vas déléguer. Si aujourd'hui vous ne mettez pas de clarté là-dessus, parce que beaucoup d'entre vous disent ouais allez c'est bon, je vais recruter, on a besoin de quoi? Ouais un setter, ok cool. Bon alors attendez, on va regarder là vite fait, on appelle machin truc. Ok toi t'as l'air bien, bon allez vas-y go on teste. Calm down, freine, on y va lentement. Ok, pour mieux avancer, on veut le top leader là. Il s'agit de développer votre boîte. Il s'agit d'avoir les meilleurs candidats dans votre société. Il s'agit de ne pas avoir un turnover important. Il s'agit de bien recruter. Et ça, c'est ce que, quand je travaillais en B2B, ce que j'ai pu voir pendant des années, quand j'ai fait du consulting pendant ça, c'est que les sociétés qui recrutent vite, recrutent donc mal, parce qu'ils n'ont pas défini ces critères-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Ils vont en carton, ils ont un turnover énorme. Et ils disent, ouais, bon, c'est pas très grave. Si, tu perds énormément de pognon chaque année à cause de ça. Donc, arrêtez, calmez-vous, mettez de la clarté sur cette première étape, répondez à ça, définissez les critères, et puis après on passe donc à l'étape numéro 2. Une fois que vous avez donc la première étape, que vous avez une attente sur votre profil qui est définie et claire, on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est, maintenant que vous avez défini clairement ce que vous voulez, c'est d'avoir des instructions claires. Il n'y a rien de pire, et pour vous qui recrutez, recruteurs,
et pour le freelance que vous allez recruter, d'être perdu et pas savoir quoi faire. Parce que peut-être que pour vous, c'est très clair, mais pour lui, c'est pas clair. Et vu que pour lui, c'est pas clair, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir vers vous en vous disant « Ouais, mais ça, j'ai pas bien compris, je l'ai pas bien fait, etc. » Ce qui va faire en sorte que du coup, vous, en tant que recruteur, vous allez échanger avec lui. Lui, il va pas comprendre machin truc, il va revenir vers vous, et lui, vous allez revenir vers lui, et lui... Bref, c'est hyper chronophage, ça démarre très très mal, ok? Donc c'est hyper important qu'avant même de recruter, ok, vous ayez des instructions claires. Quand je parle d'instructions claires, c'est quoi faire, quand le faire, comment le faire, d'accord, et quelles conditions il y a. Et également, c'est quoi l'attente finale, donc ça doit ressembler à quoi le livrable à la fin. Ce que je dois faire à la fin, ça ressemble à quoi? Parce que, comme je viens de le dire, c'est que vous, en tant que recruteur, vous imaginez quelque chose. Sauf que lui, en tant que freelance, bah, il imagine complètement autre chose en fait. Donc si ça, c'est pas clair, comment voulez-vous que vous voyez la même chose? Vous avez un paradigme, une réalité du monde. Lui a une vision, une réalité du monde, ok? Et donc, il a une vision de la tâche attendue. Et vous, vous avez une vision de la tâche attendue. Sauf que si vous ne faites pas en sorte de lui donner quelque part les bonnes lunettes, ok? Donc la bonne façon de voir les choses, à savoir des instructions claires, le résultat derrière, le livrable final, il sera pas bon. Et combien je vois de mecs recrutés de dire ouais bah lui il avait pas compris ce que je voulais, de toute façon il n'a pas compris lui. J'ai fait un appel avec lui, je lui ai dit quoi faire, le mec il a rien compris, il a pas fait ce que je lui ai demandé. Mais est-ce que toi tu t'es remis en question? Est-ce que tes instructions elles étaient claires? Ben non, remets-toi en question quand ça fait 3-4 freelance qui passent chez toi et qui se barrent, ou 3-4 salariés qui passent chez toi et qui se barrent, parce qu'ils comprennent pas et qui étaient jamais contents. Parce que toi tu as la tête dans le guidon, parce que toi ça fait des années que tu fais ça et parce que pour toi c'est clair. Mais pour eux non. C'est à toi de te responsabiliser en tant que chef d'entreprise et te dire ok, comment est-ce que je vais faire pour que ça soit hyper clair? Donc deuxième étape, avoir des instructions claires. Je vais vous donner une idée, une explication. Moi par exemple, là récemment, j'ai recruté un Minia Maker. Il y en a plein sur le marché qui font n'importe quoi, il y en a peu qui sont qualifiés. Bon, mais quoi faire? C'est une Minia, donc une miniature YouTube. Pour quand? Quelles sont la deadline? Donc là aujourd'hui dans mon process de recrutement, moi dans les consignes que je lui ai données, il a le titre de la vidéo YouTube, le lien de la vidéo YouTube, les banques d'images, de vidéos pour prendre des photos. Il a derrière quand il a la deadline de la miniature et la deadline, la date de la sortie de la vidéo. Ok? Donc c'est hyper clair. Et derrière il a comment il doit le faire. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont les couleurs de mon branding? Quels sont ce que je veux mettre en avant? Pas mettre en avant. Il a compris ma cible. Bref, il a une clarté parfaite sur ce que je veux. Parce que j'ai défini qu'est-ce qu'il doit faire, quand faire, comment le faire, quelles sont mes conditions. Et je lui ai montré un exemple de ce que j'attendais. Donc le livrable final. De cette manière-là, les instructions sont hyper claires. Derrière, je parlerai après, mais j'ai créé un process, des documents, simple, rapide, efficace. Il clique, il a tout. Et c'est clair. Demain, ce Minia Maker, je le perds, j'en retrouve un, le process est déjà là. Copie-colle. Terminé. C'est ultra clair. Ok? Donc, avoir des instructions claires, c'était donc la deuxième étape. Étape numéro 3, comment vous allez faire pour faire en sorte que le mec veut bosser avec toi sur le long terme? Comment faire en sorte de fidéliser le mec et qu'il puisse travailler avec toi sur du long terme? Tu dois définir effectivement la vision et la mission de ta boîte. Et ça, chez Simplify, on vous accompagne à le faire parce que beaucoup d'entre vous pensent que les fondations de votre boîte, oui, ça passe par le business model, la cible, etc. Mais comment voulez-vous, si vous voulez aujourd'hui, accompagner des gens, ok, vers un objectif, les fidéliser, quelque part les rendre accros à votre société, fidèles, loyaux, et ces gens-là, ils doivent donner corps et âme pour vous. Comment faire en sorte qu'on arrive à ça? Effectivement, en définissant la vision et la mission de votre boîte. Et si aujourd'hui, quand vous recrutez, vous ne parlez pas de la vision et la mission de votre entreprise, comment voulez-vous que la personne soit motivée à l'idée de travailler pour vous? Ça sera juste un exécutant. Par contre, si vous lui donnez énormément de motivation à travers la vision et la mission, moi, je n'irai pas chez les confrères. Pourquoi? Enfin, le mec, il va se dire, le salarié que vous allez recruter ou le freelance que vous allez recruter, il va dire non. Moi, effectivement, je ne partirai pas avec les autres. Même si je suis un peu mieux payé, je reste avec eux. Pourquoi? Parce qu'il a cette vision avec vous, parce qu'il a cette mission et parce qu'il est dedans. Et les gens, ils doivent travailler avec vous pour votre vision, pour votre mission et pour vous en tant que chef d'entreprise. Et oui, s'ils sont attachés à toi, à la vision, à la mission de ta boîte et à toi, l'entrepreneur que tu es, ils resteront fidèles avec toi. Et bien évidemment, dans ton recrutement, il faut trouver des gens forcément qui soient sensibles à ce genre de choses. Parce que si vous recrutez des gens qui sont attirés que par le pognon, autant te dire que ça dégage poubelle, parce que à la moindre personne qui montera le salaire, ça va être à la course celui qui paye le plus cher. C'est pas l'idée, d'accord? D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a 3 types de candidats aujourd'hui que vous allez recruter en tant que freelance salarié. Il y a
Les exécutants. Eux, ben, c'est simple, hein, exécutants, ils appliquent. Voilà, bête et méchant. Okay. 2, il y a les conseillers. Eux, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont appliquer, hein, donc ça va être des exécutants, mais derrière, ils vont apporter aussi du conseil. Ouais, ben, regarde, du coup, Enzo, j'ai fait ça, hein, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais bon, moi, je te suggère peut-être de faire ça comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Ils donnent un conseil. Ça, c'est le deuxième type de profil, donc les conseillers. Et troisième type de profil, les experts autonomes. Donc eux, c'est simple, ils savent quoi faire, ils savent comment faire, ils sont autonomes, et du coup, ils ne te dérange pas. Typiquement, pour revenir sur mon étude de cas avec le Media Maker que j'ai recruté, bah lui c'est simple, il est autonome de chez autonome. Maintenant que c'est clair pour lui, il sait quoi faire, il le fait, il me donne des fois des conseils sur les titres, sur les minias, sur les machins, et il me dérange jamais. C'est-à-dire que si on regarde notre conversation sur mon téléphone, je dois avoir un message toutes les 2 semaines, 3 semaines pour me dire « Eh oh, coucou, regarde, il y a les nouvelles miniatures dans le drive. Ok, validé. » Terminé. Voilà, et ça, c'est du coup, ce profil-là, il est expert autonome. Alors attention, hein, là, je parle du profil que j'ai recruté qui, lui, est expert autonome. Mais pour autant, il n'y a pas de meilleur profil. Je veux dire, les exécutants peuvent être un bon choix. Les conseillers également et les experts autonomes aussi. Je voulais juste que vous ayez conscience qu'il y a ces 3 types de candidats. Maintenant, tout dépend de ce que vous déléguez. Et pour des tâches, pour des missions, un exécutant, ça ira très bien. Par exemple, je cherche quelqu'un pour faire des slides d'un diaporama. Exécutant, ça va très bien, hein. Pas besoin de se casser la tête. Hein. Pour autre chose, bon, ben, ce sera peut-être ce qui sera le plus en adéquation avec ce que vous recherchez, peut-être un conseiller, et dans certains cas, un expert autonome. Mais il n'y a pas, y a pas de bon ou mauvais profil. Il faut bien entendre ça. D'accord? Il n'y a pas de bon ou mauvais candidat. C'est en fonction de la tâche de la mission que vous voulez déléguer et de vos attentes, quel est le meilleur candidat. Soit vous choisissez un exécutant, soit un conseiller, soit un expert autonome. Alors d'ailleurs, je vais répondre à une question que vous posez pas mal. C'est quoi un bon candidat? Même si je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, je vais remettre de la clarté là-dessus. C'est quoi un bon candidat? Pour moi, Enzo Farné, ok, pour nous, chez Simplify, qu'est-ce que c'est qu'un bon candidat? Un bon candidat, pour moi, c'est un mec qui comprend mon business, ok, et qui me comprend. Parce qu'un mec qui veut rentrer chez moi juste pour la pas du gain, et combien Enzo tu me factures, et combien tu vas me payer Enzo, bon, ça m'intéresse pas. Par contre, un mec qui me pose des questions, qui s'intéresse à mon histoire, à mon business, qui me comprend, qui cherche à comprendre qui je suis, à ma vision, à ma mission, là, effectivement, déjà, ça commence bien. Deuxième critère, c'est que moi, je veux des mecs qui ont la volonté de progresser. Pourquoi? Parce que si vous recrutez des candidats qui ne cherchent pas à progresser, qui sont bien comme ils sont, ils feront aucun effort d'amélioration. Par contre, un candidat qui veut tout le temps progresser, qui se forme, qui lit, qui cherche, qui est curieux, qui a tout le temps la volonté de progresser, si vous recrutez un mec qui cherche à progresser, il va faire progresser votre boîte, forcément. Et moi, bien évidemment, j'ai envie de développer ma boîte. Donc, il faut effectivement que le candidat ait envie de progresser. Il faut que le mec, il soit force de proposition, qu'il me surprenne, le mec. Il faut qu'il me bouscule, proposition. Il faut que le mec me dise, ouais, mais attends, Enzo, tu fais comme ça, là? Mais moi, je pense que comme ça, c'est mieux. Regarde, je te montre. Tac, 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 tac. Regarde. Qui m'apporte quelque part une vision que je n'avais pas. Qui soit fort de proposition. Et moi, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui qui mettent leur ego là. Non, fais comme ça. Et oh. Parce qu'ils ont leur ego et parce que c'est moi, je. Ça sert à rien, les gars. Mettez votre ego de côté, là. Arrêtez. Écoutez vos salariés. Entendez-les. Regardez. D'accord? Peut-être que des fois, les idées seront pas bonnes. Mais peut-être que des fois, les forces de proposition peuvent vous apporter des choses. Que ça soit l'amélioration de l'image de marque de votre société, que ça soit l'amélioration de vos forces commerciales, que ça soit l'amélioration de tout ça. En tout cas, il faut avoir des gens qui soient force de proposition et qui aient envie de progresser et qui comprennent votre entreprise. Autre chose, il faut bien évidemment, parce que quand vous recrutez, c'est pour avoir plus de temps pour vous. Si le mec, il vient vous voir, Enzo, ça va, regarde, machin, valide, vas-y, machin. Eh oh, il faut qu'il soit autonome, le mec. Moi, je veux qu'il soit autonome. Et arrêtez aussi de vouloir contrôler tout le temps, là. Parce qu'il y en a plein de dirigeants comme ça. Attends, fais voir, t'es sûr? Allô, attends, on va le faire ensemble, là. Arrête, t'as recruté pourquoi? Pour gagner du temps, pour avoir, souviens-toi, retour sur investissement, temps, argent. Souviens-toi, effet de levier. Tu recrutes pourquoi? Pour avoir plus de levier, pour aller chercher plus loin. Ensemble, on va plus loin. Si tu contrôles, c'est que tu as un problème de confiance en toi. Ou que tu as un problème de confiance en le candidat que tu as choisi. Et si tu n'as pas confiance déjà au candidat que tu viens de choisir, il y a un problème dans ton recrutement. Donc revois ton recrutement. Tu n'as pas choisi le bon candidat. Hein. Une fois qu'effectivement, il est autonome, ou en tout cas que c'est un mec qui est autonome, il y a effectivement autre chose qui est important, le business va vite. Si tu as un mec que tu es obligé de secouer tous les 4 matins parce qu'il n'est pas réactif, moi ça m'agace. Ça m'agace, mais alors sévère quoi. Moi j'ai envie que le mec, je lui dis tiens, t'as fait ça? Ah tiens, tu pourrais modifier, faire ça? Bam, ça y est, c'est fait, tiens, regarde. Putain, nickel, j'envoie, fait. Si ton entreprise va vite, tu vas effectivement aller progresser plus vite. L'entreprise, le business va vite, tout va vite. Donc si
vous devez recruter des gens qui sont réactifs, des gens qui vont vite, bien, attention, bien et vite, ok? Donc, qui soient réactifs. Et dernière chose, et de là, le plus important, parce que si vous avez tout ça, mais que vous n'avez pas celui-là, vous êtes mort, c'est les valeurs. Quelles valeurs il partage le mec? Et ça, dans votre recrutement, il y en a beaucoup qui font n'importe quoi, qui disent, bon alors du coup, dans ma boîte, les valeurs, voilà, les valeurs, c'est le respect, c'est ça, le machin, la transparence, la communication, etc. Bon voilà, et toi, du coup, c'est quoi tes valeurs? Et vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes con, quoi. Si vous lui dites les valeurs de votre boîte, lui, s'il a envie d'être embauché, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va dire que les valeurs sont les mêmes. Voilà. Donc, demandez-lui et faites-lui passer des tests pour comprendre quelles sont ses valeurs aujourd'hui. Comprenez son histoire, comprenez comment effectivement il s'est construit. Et en fonction de comment il s'est construit, de ses paradigmes, de sa vision de lui, posez-lui 1 milliard de questions pour comprendre comment effectivement est l'entrepreneur, enfin le mec que vous avez en face de vous, et comprenez les valeurs qu'il défend. Et si, et seulement si, elles font écho avec les vôtres, alors vous avez le bon candidat. Et là, à mon avis, si vous avez tout ça, vous avez un bon candidat. Résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que vous avez un turnover quasi inexistant, d'accord? Très peu de turnover. Le seul turnover que vous devez avoir, c'est ah bah écoute, voilà, moi, j'ai décidé de quitter ton entreprise parce que je vais partir et me lancer à mon compte. C'est le seul turnover que vous devez avoir. C'est tout. Sinon, toutes les autres raisons, ouais, je préfère aller ailleurs, ouais, parce que je m'ennuie, ouais, c'est de votre faute, à vous en tant que chef d'entreprise, d'accord? Donc le turnover que vous devez avoir, c'est parce que vous ne devez pas avoir de turnover, ok? Et la seule condition pour laquelle le mec peut partir, c'est parce que voilà, il a envie effectivement de tester autre chose et qu'il s'ennuie dans votre entreprise. Ou en tout cas qui s'ennuie en tant qu'indépendant et freelance. Globalement, les freelance, vous n'aurez pas trop ça parce que les freelance sont déjà indépendants, sont déjà à leur compte. Ça, c'est pour les alternants et les salariés dont je parlais. Mais là, pour les freelance, dans notre cas présent, bon, les freelance, de manière globale, ils resteront fidèles avec vous parce qu'ils ont aussi d'autres trucs à côté. Mais c'est hyper important d'être dans cet état d'esprit de n'avoir aucun turnover parce que dans tous les cas, ça coûte de l'argent à votre entreprise. Que ça soit des freelance ou que ça soit des salariés. Salariés, bon, j'en parle même pas, c'est une catastrophe tellement ça coûte cher. Mais en tout cas, quand vous avez des freelance, oui, ça coûte quand même du temps et de l'énergie et du temps et de l'argent. Et le résultat également de tout ça, c'est que vous et lui, vous allez être satisfait. Pourquoi vous allez être satisfait? Parce que vous avez recruté le candidat que vous vouliez. Et ça va créer une énorme satisfaction chez vous et chez le candidat également que vous avez recruté en freelance. Maintenant, effectivement, que vous avez une clarté parfaite sur les premières étapes à mettre en place et l'impact et surtout également le bon candidat. Qu'est-ce qu'un bon candidat? Donc les règles importantes, je vais vous partager des règles importantes aujourd'hui que vous devez absolument respecter quand il s'agit de recrutement. La première règle, et ça c'est JB qui me l'avait dit, je me souviens, quand on mangeait ensemble, un petit clin d'œil, c'est un de mes mentors. Première règle, c'est quand il y a un doute, en fait, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous devez rencontrer un candidat, si vous parlez avec un mec, vous doutez. Arrêtez tout, ça sert à rien, ça dégage. Soyez intransigeants là-dessus. Si vous sentez un doute, d'entrée de jeu au début de la collaboration, ça sert à rien, ça sort. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Deuxième règle qui rejoint un peu ça, hein, c'est que ne forcez pas. Si ça commence mal, ça finira mal dans tous les cas. Donc, ne forcez pas, d'accord? S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Troisième règle, ne recrutez pas, ne bossez pas avec X, Y, Z sans avoir process. Si vous n'avez pas un process, si vous déléguez comme ça juste parce que ah ouais c'est un ami d'un pote de machin, ouais bon non mais pas besoin de process, c'est bon, non. Ne recrutez pas comme ça, c'est juste vous allez droit dans le mur là, vous allez gaspiller du pognon, du temps, de l'énergie, bref. Donc recrutez et bossez avec des gens uniquement quand vous avez un process qui est établi. Ok, commencez par le process et après vous déléguez. Quatrième règle, faire toujours un test. C'est pas parce que le mec il vous a montré un portfolio, il vous a montré que tout est beau, tout est rose, machin truc. Faites un test, une étude de cas. Bon écoute, je te laisse du coup 2 jours. Sous 2 jours, voici les instructions, c'est clair, suis le process, dans 2 jours, tu m'envoies ça. Et si et seulement si tu valides le test, on travaille ensemble. Voilà comment vous devez raisonner. Parce que sinon, vous allez tester en payant. Et ça c'est gratuit, attention. Gratuit. On ne va pas commencer à payer des gens qui commencent alors que c'est un test. Le test, il est gratuit, non rémunéré. Et à la limite, si le test est validé, vous pouvez après le rémunérer. Mais si le test n'est pas valide, non. Cinquième règle, c'est que vous ne devez surtout pas recruter dans l'urgence. Parce que j'en vois beaucoup. Oh, il me manque un mec, faut vite. Ah, ça s'accélère, pam, 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 vite, je vais recruter. Ouais, mais non, t'as pas de process, t'as pas de clarté, rien, ça va pas. Donc, recrutez lentement mais sûrement. Recrutez pas dans l'urgence, jamais. Sixième chose, recrutez quelqu'un qui est poli, qui est respectueux et qui est
Ponctuel. Pourquoi je vous dis de recruter quelqu'un de poli, respectueux, ponctuel? Pourquoi? Parce que vous avez une société. Parce que même si c'est un freelance et qu'il vient sur un rendez-vous ou qu'il parle de vous, machin ou truc, si c'est quelqu'un qui est pas poli, qui est pas respectueux, qui est pas ponctuel, c'est quelqu'un qui va ternir l'image de votre entreprise, tôt ou tard. Que ça soit autour d'un repas. Imaginons que je rencontre un mec demain, le mec il arrive en retard, il s'excuse pas, il est pas ponctuel, il dit pas bonjour, il est pas respectueux, etc. Et il me dit qu'il travaille pour la société d'un confrère. Pas sûr que j'ai envie d'aller voir dans cette société ce qui se passe et pas sûr non plus que j'ai envie d'aller les rencontrer. Pourquoi? Parce que l'image de l'individu qui travaille là-bas est pas bonne. Donc si aujourd'hui le freelance que vous avez, le salarié que vous avez, l'alternant, peu importe qui vous recrutez, peu importe son statut, on s'en fout, que vous recrutez, il est pas poli, respectueux et ponctuel, ça va dénigrer l'image de votre entreprise. Donc c'est hyper important de recruter des gens qui sont polis, qui sont respectueux et qui sont ponctuels. Je vais répondre à une question également qui m'est souvent demandée par mes clients ou par d'autres personnes. Est-ce que Enzo, c'est une bonne idée de déléguer à des agences? Alors je vais vous donner les pour et les contre. Les pour, c'est que globalement dans une agence, vous avez affaire à des experts, ça c'est indéniable. Vous avez déjà des process qui sont établis, donc vous allez avoir un gain de temps. Tout à l'heure je disais effectivement de ne pas recruter dans l'urgence parce que c'était une mauvaise chose qu'il fallait recruter lentement. Typiquement, si vous êtes dans la merde parce que vous avez besoin de quelqu'un, vous êtes submergé et que vous venez de perdre quelqu'un qui gérait une partie importante de votre business, moi ce que je vous propose c'est momentanément de passer par une agence pour répondre assez rapidement. Une agence, vous avez des experts, des process, voilà, ça va vite. Par contre, le contre, c'est quoi? C'est le coût. Ça sera beaucoup plus cher qu'un indépendant et qu'un solopreneur ou qu'un freelance. Autre inconvénient, c'est que vous n'avez pas la main, c'est l'agence qui gère et pas vous. Vous êtes dépendant de l'agence, donc ça coûte pas la main, vous êtes dépendant, donc c'est cher. Et il y a aussi pas de culture d'entreprise en fait, pas d'esprit, parce qu'il y a l'esprit de leur agence, mais vous n'avez pas vous pouvez pas créer quelque part, manager cette agence en fait. Et là-dessus, pareil, quand je les ai pour, ce qui est cool aussi avec les agences par contre, c'est que c'est rapide. Voilà, logiquement, c'est plus rapide que les indépendants. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi ce que je vous conseille, si vous êtes dans le jus, vous venez de perdre un candidat important, etc., réactivité, on prend une agence, on sauve, on respire, on a quelqu'un qui gère pour nous, même si on paye momentanément un peu plus cher, quelqu'un c'est rapide, ça va vite, voilà, c'est efficace. Par contre, vision long terme, ce que vous devez faire, au départ, moi ce que je fais, c'est boum, je vais prendre une agence, la plus belle agence, celle qui a le plus de résultats. Je vais poser 1 milliard de questions, je vais travailler avec eux pendant 3, 6 mois, 1 an peut-être. Je vais pomper tous les process, ok? Et donc derrière, je vais reprendre les process, les systèmes. Et puis après, derrière, je vais, pour réduire les coûts, pour avoir l'esprit d'équipe, pour ne plus être dépendant d'eux, pour avoir la main et optimiser les coûts, je vais effectivement recruter en interne un freelance qui, du coup, suivra les process que j'ai internalisés. Donc en fait, c'est simple, je copie-colle les process, les systèmes, et je prends en fait les avantages des agences, ok, et je retire les inconvénients en internalisant les process, les systèmes et en recrutant quelqu'un en qui je ne suis pas dépendant, où j'ai la main, où c'est moi qui manage, où je peux construire une équipe, un état d'esprit, etc. Et je peux optimiser le coût que ça va me coûter. Maintenant qu'on a vu ça, on va effectivement voir ensemble où recruter. Parce que la plupart de vous disent « Ouais, mais comment je fais pour recruter? Où est-ce que je dois recruter les bons candidats ?» Première chose pour moi, c'est votre réseau. Donc là, c'est du bouche à oreille. Faites travailler votre réseau. Quand je dis votre réseau, c'est déjà vos collaborateurs existants, si vous en avez. Est-ce qu'ils ont, eux, du réseau? Est-ce qu'ils ont des candidats potentiels? Vos contacts pro, ok, que ce soit des prestataires, que ce soit des clients, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas des gens? Votre réseau perso, pareil. Est-ce que dans le réseau perso, du réseau perso, du réseau perso, parce que par exemple, votre réseau perso va nous dire « Ouais, mais ma femme, elle n'est pas du tout dans la secteur d'activité. » Ok, mais ta femme, elle a peut-être des contacts. Donc, elle a peut-être, je sais pas, 3 à 6 contacts. Ces 3 à 6 contacts, ils ont peut-être des contacts pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous vous retrouvez avec le réseau du réseau du réseau du réseau du réseau du réseau. Et vous pouvez trouver votre bon candidat ici. Mais globalement, en gros, c'est trouver dans votre réseau, donc sur les réseaux sociaux, vos collaborateurs, vos contacts professionnels, dans votre réseau perso. Bref, vous retournez votre réseau et vous essayez de faire fonctionner le bouche à oreille de manière à trouver quelqu'un dans votre réseau. Et logiquement, si vous avez construit un bon réseau, vous pouvez trouver quelqu'un très facilement. Deuxième chose, si vous ne trouvez pas, vous pouvez utiliser LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, vous pouvez faire des annonces comme quoi vous recherchez un candidat. Et donc là, vous allez mettre effectivement ce que vous recherchez. Et, vous allez être hyper clair là-dessus et vous allez avoir des candidats qui vont candidater. Vous pouvez également aller sur Malte. Alors sur Malte, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de sélectionner les 5-10 meilleurs profils. D'accord? Donc les meilleurs profils.
Vous les sélectionnez, vous les contactez, vous calez des calls avec eux, vous faites passer forcément le process de recrutement et puis vous regardez après si effectivement ça colle et ça a du sens. Quatrième chose que vous pouvez faire également, alors ça voilà, attention à la manière dont vous le faites. J'ai bien dit attention à la manière dont vous le faites. Vous pouvez effectivement aller débaucher chez la concurrence. Attention, ne soyez pas irrespectueux. Voilà, c'est des concurrences, mais c'est des confrères, consoeurs. Donc, débaucher, ok, pas de problème, ça peut le faire. Si le candidat il n'est pas épanoui là où il est, si le candidat il a envie, effectivement, voilà. Et si le candidat il est freelance et que il peut effectivement travailler avec vous contractuellement, il peut le faire. Ça ne pose aucun problème. Donc vous pouvez, dans certains cas, aller débaucher chez la concurrence des talents. Et pour les débaucher, là, voilà, comme je vous ai dit, il va falloir parler forcément de la vision, la mission de votre boîte. Okay, c'est surtout là-dessus qui doit coller. Et bien évidemment, il y a l'aspect financier aussi qui rentrera en jeu. Dans l'annonce Malte, forcément, ça coule de source, mais vous dites effectivement dans l'annonce, ou en tout cas, quand vous recherchez les meilleurs profils, vous expliquez ce que vous recherchez. Pour qui ce n'est pas fait, vos attentes forcément, et vous faites un message qui filtre légèrement les candidats. Hein. Vous recherchez quelqu'un d'expérimenté, donc essayez de filtrer pour ne pas avoir les débutants qui vont venir du coup vous envoyer des milliards de messages. Ok, pause. Juste une seconde. Je vais tâcher de faire simple, rapide et efficace. Parce que je pense que je déteste tout autant que toi les publicités. Mais si tu es curieux de savoir comment nous aidons les propriétaires d'agences, les coachs, les consultants, à scaler leur entreprise, je te laisse cliquer sur le lien bio. Maintenant qu'on a vu effectivement tout ça ensemble, on va voir surtout comment maintenant recruter. Parce que là, je vous ai donné beaucoup de choses, mais concrètement, comment faire pour recruter. L'étape numéro 1, ça va être de créer une fiche de recrutement forcément. Donc dans cette fiche, vous allez expliquer les enjeux du poste, les bénéfices du poste. Vous allez ajouter des éléments d'exclusion pour les personnes qui n'ont pas d'expérience, pour les personnes qui ne sont pas capables de X, Y, Z. Vous allez exclure certains candidats. Vous allez apporter de la clarté sur quel type de candidat vous voulez avoir et vous allez leur expliquer le process de recrutement que vous avez, surtout qu'ils doivent suivre. Donc vous comprenez là, hein, tout à l'heure on parlait du recrutement mais plutôt global. Là je vais vous donner les étapes par lesquelles vous devez passer et par lesquelles vont passer les personnes qui seront recrutées dans votre entreprise. Donc la première étape c'est créer une fiche, les enjeux du poste, les bénéfices du poste, les caractères d'exclusion, type de candidat, le process de recrutement qu'ils doivent suivre et bien évidemment l'étape numéro 2. Ça va être forcément, maintenant que vous avez la candidature, ils vont devoir remplir la candidature. Donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Il faut qu'il y ait leur contact, il faut qu'il y ait leur disponibilité, il faut qu'ils vous parlent un peu de la situation actuelle dans laquelle ils sont, il faut effectivement qu'ils vous expliquent en quoi ils sont motivés à l'idée de travailler chez vous et avec vous, il faut qu'ils vous parlent bien évidemment de leurs expériences, il faut qu'ils vous partagent leur réussite, portfolio, expérience, etc. Mais également leurs échecs et pourquoi pas ce qu'ils ont retiré de leurs échecs. C'est intéressant, ça c'est très intéressant, ça peut vous apporter énormément d'informations sur les candidats que vous recrutez. Et également, quelles sont selon eux leurs forces et leurs faiblesses. Ça va vous permettre, si vous voulez, ici, de filtrer déjà les candidats d'entrée. Après effectivement avoir filtré les candidats, là vous allez forcément réaliser un appel. Donc ils vont réaliser un appel avec vous et vous allez faire un appel de recrutement. L'idée de l'appel, c'est au départ, bien évidemment, de connecter humainement parlant, d'accord, d'apprendre à se connaître. Et moi, ce que je vous préconise aussi, si vous avez des associés, c'est de record les calls de recrutement, si vous n'êtes pas à 3 sur l'appel, et de pouvoir les faire écouter à la fois à vos associés, mais d'enregistrer les appels parce que à l'instant T à chaud, vous voyez beaucoup de choses. Mais à tête refroidie, vous voyez 2 fois plus de choses. Et c'est hyper cool de pouvoir enregistrer les appels si vous ne faites pas des rendez-vous physiques. Quand vous recrutez des freelances aujourd'hui, globalement, vous êtes en visio. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir recorder les calls et les regarder 1 jour, 2 jours, 3 jours après. Et vous allez voir beaucoup de choses. Donc, les revoir et les analyser, ces appels, de manière à voir ce que vous n'avez pas vu le jour J. Étape numéro 4, maintenant que vous avez finalement fait 4-5 appels avec déjà les bons candidats que vous avez filtrés avec le système d'avant, vous allez forcément réaliser un micro-test. Donc là, ce micro-test, tout à l'heure, je l'ai dit, il n'est pas rémunéré. D'accord. Ça va vous prouver aussi la motivation du candidat qu'il est en face de vous. Au moins, vous lui dites que c'est pas rémunéré. Moi, j'aime bien faire, écoute, voilà, je te lance un challenge, tu fais ce micro-test, on verra.
Et le candidat qui est sélectionné, pour le remercier de sa motivation, de son engagement, je lui fais une petite surprise en lui disant écoute, on avait dit que c'était pas rémunéré, mais je vois que tu es motivé, je vois que tu l'as fait, tu as respecté tout ce que je t'avais demandé, bravo, félicitations, je te rémunère. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, à ses yeux, il ne doit pas savoir que c'est rémunéré et vous devez lui vendre comme quoi c'est un micro-test qui n'est pas rémunéré. Ce que vous devez faire au début, c'est aussi de lui laisser de la liberté. Quand j'ai recruté récemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon media maker, au départ, je lui ai pas donné énormément d'instructions. Après, quand on a dit bon ben ok, je te choisis, je te sélectionne, là je lui ai donné un maximum de clarté, de consignes, de machin. Voilà, le process était hyper carré. Mais au départ, je lui ai laissé un peu de liberté pour voir un petit peu l'analyser, savoir qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait faire. Est-ce qu'il allait me surprendre? Est-ce qu'il allait... typiquement, il a fait un truc que j'ai bien aimé. Je lui ai laissé de la liberté. Je ne lui ai pas parlé de ce que je voulais exactement, en termes de couleurs, etc. sur mes miniatures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé regarder sur Internet, mon site Internet, le site Internet de Simplify. Pam! Il a regardé l'histoire de mes associés et moi. Et il a regardé comment fonctionnait. Il a copié-collé les couleurs qu'on a sur notre site Internet. Il a récupéré le branding et il a créé les miniatures en fonction de ça. Et il me l'a dit. Donc effectivement, je lui ai laissé cette liberté et il a agi positivement. Et donc vous allez pouvoir aussi l'autonomie qu'il a. Mais il faut lui donner un minimum de cadre, bien évidemment. Pour ça qu'il faut, vous lui laissez des libertés, mais en ayant un minimum, bien évidemment, d'instruction. Donc là, effectivement, je vous ai partagé comment recruter. On vient de voir ça ensemble. Je vais vous rappeler cette règle d'or que je vous ai dit au début de cette vidéo, à l'oral, je ne l'avais pas noté. Recruter lentement. Mais par contre, virer vite. Mais genre très très vite. Recruter lentement et virer vite, ça c'est the règle d'or. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ne forcez pas une nature qui n'est pas bonne. Si par exemple vous avez un candidat qui n'est pas poli, qui n'est pas respectueux, n'essayez pas de le changer, le mec il est comme ça. C'est sa nature. Donc vous allez mettre énormément d'énergie, de temps, de machin, de trucs, pour essayer de changer sa nature, ça ne sert à rien. Dehors, next. Deuxième chose, et j'ai fait un post à ce sujet sur LinkedIn, ne forcez pas, ne gardez pas un fruit pourri longtemps. Est-ce que quand vous avez une corbeille, d'accord, avec des fruits, il y a un fruit qui est pourri, qu'est-ce qui se passe? Le fruit pourri contamine les autres. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans votre équipe, vous voulez recruter un fruit pourri et laisser contaminer la pourriture partout? Non. Donc ça dégage. Next. Alors je comprends les patrons qui sont fous dans l'émotionnel, etc. Moi-même, j'aime mes équipes, j'aime les gens avec qui je travaille, je suis hyper reconnaissant de travailler avec des gens que j'adore, je les aime plus que tout et tout, mais au bout d'un moment, si ça pourrit l'ambiance de l'équipe, c'est dehors, quoi. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc recruter lentement, mais virer vite. Il y a autre chose ici, c'est qu'un bon, il est bon dès le début, en fait. Franchement, c'est un peu comme, j'allais dire une histoire d'amour. L'exemple n'est pas génial, mais globalement, quand ça démarre bien, c'est super, ça peut aller très bien. Quand ça se passe bien au début, logiquement, quand le mec est bien, bon, autonome, et vous avez les critères au début de la vidéo, ça ira très bien. Mais quand ça se passe pas très bien au début, là, que vous forcez un peu contre nature, dehors, ça marchera pas. Ok, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pareil, autre chose, ne laissez pas, ça c'est les patrons qui sont un peu trop gentils, ne laissez pas de troisième chance. Pour moi, aujourd'hui, c'est 2 chances maxi, quoi. Deux chances maximum. Alors attention, je parle pas d'une faute d'orthographe sur un post ou des trucs comme ça, mais de fautes qui vous emmerdent quand même. Voilà. Au bout d'un moment, quand vous laissez une chance, attention, je te l'ai dit, modifie, vous communiquez 2 fois, 3e fois ça sort. Enfin, c'est même pas 3e chance, 2 chances. Ok, la 3e ça sort. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Donc, et au bout d'un moment, s'il y a une faute de faute, vous savez qu'il va y en avoir d'autres. Vous le savez au fond de vous. C'est juste que vous n'avez pas le courage de le faire. Mais vous le savez. Vous savez très bien que ça va recommencer. Donc arrêtez, dehors. Et quand je dis depuis tout à l'heure, dehors, etc., que je siffle, c'est pas méchant. Ne le prenez pas comme ça. Mais il faut virer rapidement, avec éthique, avec bienveillance, expliquer pourquoi ça ne collera pas. Prenez la personne, alors faites pas ça comme par message, j'en vois des fois, ils n'ont aucun cœur. Faites-le avec éthique et bienveillance. Prenez le candidat que vous avez en face de vous et essayez de lui expliquer pour que lui puisse s'améliorer et que ça se passe bien la prochaine fois avec un autre confrère chez qui il va aller ou avec ses autres clients. En tout cas, essayez de vous mettre à sa place. De lui dire, écoutez, bon voilà, je t'ai dit effectivement 2 fois ça, j'ai été hyper clair, je me suis moi remis en question en tant que chef d'entreprise, je t'ai demandé des choses très claires, tu m'as dit que c'était clair, pour autant ça fait 2 fois que ça recommence, et moi aujourd'hui, je veux quelqu'un qui correspond à ça, et là t'es pas dans le truc, donc je suis vraiment désolé, mais on va arrêter notre collaboration, et X, Y, Z. Mais vous devez expliquer avec bienveillance, et en expliquant pourquoi vous avez fait ce choix-là, et quelque part, si vous pouvez lui donner un conseil pour lui dire quoi faire pour s'améliorer, s'il est fermé, il est fermé.
peu importe. Mais soyez dans cet esprit d'essayer d'aider les gens, quoi. J'en vois des patrons virés comme ça, là. Non, essayez quand même de leur donner pour que la prochaine fois, ça se passe mieux chez les autres. Mais en tout cas, vous devez ne pas oublier, recruter lentement bien et virer vite. Là, je vais parler d'un truc qui me tient quand même à cœur. Mettez-vous à leur place, mets-toi à sa place. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous recrutez des freelances, d'accord, demandez-vous pourquoi le mec, il est freelance. Parce qu'il veut quoi? Il veut de la flexibilité, lui. Il est devenu Fleabag, il est devenu digital nomade parce qu'il voulait de la flexibilité. Il est devenu digital nomade freelance, pourquoi? Parce qu'il voulait de la liberté. Donc j'en vois beaucoup être hyper contrôlant, faire des appels téléphoniques à rallonge au téléphone avec les candidats qui recrutent, être derrière leur cul, recevoir des messages, les appeler quotidiennement, les relancer. Mais mettez-vous à leur place. Est-ce qu'un freelance, est-ce que vous, si vous étiez freelance, ça vous plairait qu'on ne vous fasse pas confiance, qu'on vous contrôle, qu'on vous appelle, qu'on vous envoie des messages, qu'on fasse du micromanagement, etc. Non, ça vous pourrirait la vie. Donc mettez-vous à sa place. Soyez clair. Si encore une fois vous êtes clair dans votre process, le mec, il respectera ça. Si c'est le bon candidat, si vous avez suivi tout ce que je vous ai dit, si vous avez le bon process, le bon candidat, etc., il sera pas chronophage. Et si vous, en tant que chef d'entreprise, le mec que vous avez en face de vous, c'est le bon candidat, vous avez un bon process, mais vous arrêtez pas de l'harceler par message, etc., et vous arrêtez pas de l'appeler parce que vous faites pas confiance, au bout d'un moment, la relation, elle va être pourrie, quoi. Elle est vouée à échouer. Donc, faites-lui confiance, soyez également franc, ok, et honnête dans vos échanges, et surtout, faites-lui confiance, quoi. C'est hyper important. Arrêtez, faites-lui confiance. Mais quand je dis effectivement la confiance, faites-lui confiance, bien évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, vous le connaissez, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais attention, tranquille avec le contrôle, ok? N'allez pas étouffer le freelance que vous avez en face de vous, ok? La confiance, faites-lui confiance, regardez, contrôlez. Et contrôlez pas juste une fois, deux fois, contrôlez sur le long terme, toujours. Parce que quelqu'un qui marche très bien depuis des années peut un jour, voilà, ça arrive, baisser un peu la garde et si vous ne contrôlez pas, vous êtes niqué. Donc, vous pouvez contrôler, mais tranquille, ok, tranquille. Alors à partir de maintenant, ça va être une partie un peu bonus, d'accord, de cette vidéo. Je vais vous partager comment effectivement vous allez pouvoir créer une relation, d'accord, un esprit d'équipe dans votre boîte, de manière à ce que vous allez pouvoir fidéliser les candidats, les freelances que vous avez dans votre entreprise, avec qui vous travaillez. Il faut déjà, bien évidemment, créer une culture, d'accord, d'entreprise. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, mais c'est la mission, la vision de votre boîte, les valeurs, etc. Ok ? Pareil, pour créer une bonne relation, vous demandez des feedbacks. Ça, c'est important, demander des feedbacks. Pourquoi ? Parce que quand vous allez demander des feedbacks aux indépendants avec qui vous travaillez, ils vont se sentir quelque part considérés. Ils vont se sentir considérés pas comme un exécutant, mais comme vraiment une partie prenante de votre entreprise. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais, et tu penses qu'on pourrait l'améliorer comment ? Vous voyez ce que je veux dire ? Créer une relation qui est autre que freelance à entrepreneur et juste tiens, fais et exécute. Non, essayez quelque part d'avoir cette relation, de créer une relation qui va vous permettre de fidéliser le candidat parce qu'il va avoir un sentiment d'appartenance et il va se sentir important à vos yeux. Et ça, c'est important. Pareil, aujourd'hui, si vous avez, je sais pas moi, des freelances, d'accord, qui travaillent sur plusieurs pôles de votre entreprise, mais que vous êtes là et tiens, j'échange avec lui, mais que ces gens-là ne sont pas connectés, c'est dommage. Parce que si les parties prenantes, je sais pas moi, ici c'est le pôle marketing, ici c'est le pôle closing, ici c'est le pôle administratif, si ces pôles-là, ils sont en communication, et si vous les connectez ensemble, ils peuvent s'entraider. Alors vous allez me dire, ouais, mais le marketing, l'administratif, le closing, quel rapport ? Mais ouais, mais si. Mais bien sûr que si. C'est des parties prenantes de votre entreprise. C'est pas parce qu'ils sont sur des domaines d'activité différents qu'il faut pas les connecter entre eux. C'est une grave erreur. Donc, créez une connexion, d'accord, et un écosystème dans votre entreprise de manière à ce que les gens communiquent entre eux et améliorent globalement l'entreprise. Ok, créez un esprit d'équipe, créez des connexions entre toutes les parties prenantes que vous avez dans votre entreprise et ça permettra effectivement aux gens de s'entraider. Je vais vous donner un exemple tout con. Je crois que c'est Henry Ford dans les usines Ford à l'époque, hein, pas aujourd'hui. À l'époque, Henry Ford, il mettait, vous aviez l'usine, voilà comme ça. Bon. Voilà. Et vous aviez ici, vous aviez les ingénieurs et ici vous aviez un mec, un exécutant. Du coup, qui s'occupait de la carrosserie. Là, vous avez la gestion compta. Là, vous aviez un mec. Mais en fait, il y avait pas de secteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y avait pas en mode tiens, là c'est le pôle R&D, là c'est le pôle carrosserie, là c'est le pôle gestion financière, etc.
Et pourquoi c'est une grave erreur et pourquoi Henry Ford avait été visionnaire là-dessus, c'est que les gens aujourd'hui, et moi j'ai vu des boîtes avec des milliers de personnes où il y a des secteurs comme ça, et les gens, ils se connaissent pas, ils s'envoient des mails, ils se connaissent même pas dans les entreprises, ils s'envoient des mails. Vous imaginez ? Ils s'envoient des mails alors qu'ils ne se connaissent pas, alors qu'ils sont dans la même boîte. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, ils ne voient pas la réalité de chacun. Eux, c'est comme si vous aviez une entreprise avec plusieurs entreprises à l'intérieur. Or, si effectivement vous avez une entreprise, d'accord, dans laquelle toutes les parties échangent et sont interconnectées, ils comprennent la réalité et ils comprennent finalement la réalité, la vision et les problématiques de chacun. Parce qu'ils parlent, ils communiquent ensemble. Or, si vous avez une entreprise aujourd'hui où vous sectorisez les gens et vous ne les faites pas communiquer ensemble, ils ne communiquent pas, ils ne trouvent pas des solutions ensemble, ils ne partagent pas leurs problématiques respectives et donc ils ne peuvent pas se tirer vers le haut. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, le recrutement, c'est aujourd'hui le premier levier et c'est le levier le plus important pour aller chercher derrière de la croissance avec votre entreprise. Et si vous interconnectez et vous créez une communication avec tous vos salariés, vos indépendants, etc., vous allez pouvoir, encore une fois, multiplier le levier par 10, quoi. Et le retour sur investissement sera énorme. Et d'autant plus que si vous voulez créer un esprit d'équipe, etc., ben, ça passe par interconnecter tout le monde. Pareil, pour fidéliser des équipes, il faut trouver c'est pour ça que dans le recrutement, moi je fais passer ça aussi, trouver les triggers. Qu'est-ce que les gens aiment ? Par exemple, vous travaillez avec quelqu'un, moi je travaille avec Charlie, un monteur vidéo, par exemple. Ben, c'est lui qui va faire les montages vidéo. Alors je prends un autre exemple, Théophile par exemple, celui qui fait les miniatures. Ou, ouais bon si, bon, très bien. Ou mon avocate par exemple. Voilà. Bon, et bien ces gens-là, je sais ce qu'ils aiment, ok ? Est-ce que lui, il aime le chocolat ? Est-ce que lui, il aime les concerts ? Est-ce que du coup, il aime les concerts, il aime écouter Hans Zimmer ? Est-ce que elle, tiens, elle est gourmande, elle préfère un restaurant ? Qu'est-ce qu'ils aiment, ces gens-là ? Vous devez comprendre ce qu'ils aiment et comment leur faire plaisir. Et aujourd'hui, c'est con, mais à part dire merci, vous faites rien. Donc c'est cool, hein, mais les gens attendent un peu de reconnaissance de votre part. Et on aimera travailler avec vous si aussi vous savez être reconnaissant et faire preuve d'empathie. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi de récompenser vos équipes. Et ça, c'est primordial si vous voulez effectivement créer une bonne relation et fidéliser vos équipes. Vous n'avez pas besoin de faire un voyage et de mettre 10 000 balles sur la table. Hein, je ne vous demande pas ça. Mais un petit geste, 10, 20 balles, 30 balles à un restaurant, une boîte de chocolat, ça fait plaisir, c'est le geste qui compte. Mais les gens sont reconnaissants et ça, ils l'oublieront pas, ça. Et c'est ce qui créera aussi le fait que, non, je travaille avec Enzo Farnay, moi, personne d'autre, et j'irai pas travailler avec les autres. Parce que lui, il est reconnaissant, parce que lui, il m'aime, parce que je comprends effectivement la vision, la mission qu'il a avec sa boîte, et ça me touche, et je colle avec ses valeurs, et ça fait un moment qu'il travaille avec moi. C'est tout ça qui fait que, putain, le mec, il reste chez vous. Alors, bien évidemment, ça, c'est un bonus. Il faut, bien évidemment, bien payer les gens avec qui vous travaillez. Ça, là-dessus, il ne faut pas être radin. Il faut payer les gens comme, il faut payer à leur juste valeur, ok ? Et il faut aussi qu'ils aient une évolution, d'accord ? Parce que les gens, ils peuvent se barrer, parce que si au bout d'un moment, ils n'ont pas de vision, parce que c'est bien la vision de votre boîte, hein, mais si eux, ils n'ont pas de perspective d'évolution, autant vous dire qu'aucun intérêt de rester. Ils veulent évoluer. N'oubliez pas que le bonheur des êtres humains se trouve dans quoi ? La progression, le sentiment de croissance, d'évolution. Donc si vous les faites évoluer, ils vont se sentir épanouis aussi. Et s'ils ont bien payé, tant mieux. Et si en plus vous êtes reconnaissant et que vous leur faites des petites récompenses, c'est le bonus et la cerise sur le gâteau. Ce que moi aujourd'hui j'utilise pour créer des bonnes relations et pour faire en sorte que les freelances chez Simplify, les gens avec qui on travaille, avec mes associés, ils puissent tous communiquer ensemble, on utilise Slack. C'est tout. Point barre. Pourquoi ? Parce qu'avec Slack, on peut faire des canaux de discussion. D'accord ? Donc en fait, on a des domaines, voilà, des secteurs, des problèmes, des solutions, bref, plein de sujets, plein de canaux. En fait, on crée des canaux en fonction des sujets de discussion, d'accord ? Et là, on met X, Y personnes. Voilà, à chaque fois, c'est tout. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'autres outils. Ou sinon, à la limite, on fait des groupes WhatsApp aussi. Mes groupes WhatsApp, bon, c'est plutôt envahissant, etc. Puis il peut y avoir des discussions perso dedans. Bref, c'est le bordel. Donc nous, on utilise Slack aujourd'hui, qui est un outil professionnel, qui est bien et qui est très connu, hein, que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer des canaux par projet, par sujet de discussion, et c'est top, quoi. Et les gens, effectivement, savent que bon, mais dans telle discussion on va parler de tel sujet, ou tiens il y a tel projet, tel truc à faire pourtant, c'est là où on en parle, c'est dans tel canal. Donc c'est hyper simple et ça fluidifie les échanges. Ça centralise tout au même endroit en fait. Pareil, on peut faire un canal avec facture compta, on met effectivement la personne qui s'occupe, Fanny, de la compta, etc. Et voilà, on a une discussion avec elle. Et par exemple, on a également un groupe avec donc l'équipe.
Là, c'est la team où il y a du coup tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de cette manière-là, au moins, on a une clarté parfaite et on a une centralisation de toutes les discussions au même endroit. Et ce qui est bien aussi sur Slack, c'est qu'on peut assigner des tâches à un membre. Okay, et ça, c'est cool, quoi. Et de cette manière-là, on gère finalement toutes nos équipes au même endroit. Pour conclure, je vais vous donner une petite to-do list, encore une fois, pour passer à l'action. Donc, première chose, vous allez effectivement définir les attentes de votre profil idéal. Après, vous allez bien évidemment définir les attentes des résultats finaux et attendus. Vous allez également recruter en cherchant des candidats dans votre réseau du plus chaud au plus tiède. Donc, dans votre réseau pro, perso, des gens les plus près de vous au plus loin. Et puis après, effectivement, vous allez aller sur les réseaux sociaux, etc. si vous ne trouvez pas. Mais du plus chaud au plus tiède, mais surtout, pardon, au plus froid. J'ai fait une connerie. OK. Et puis derrière, vous allez donc créer une fiche, d'accord, de recrutement, faire les tests, filtrer les candidats, créer un process de recrutement et surtout créer un process pour déléguer. Et dernière chose, vous allez donc avoir 5 candidats minimum au téléphone. Et sur ces 5 candidats, vous allez faire ici faire des micro-tests et vous allez donc en sélectionner un. Et vous aurez donc recruté votre top A-player. Vous aurez du coup le candidat de vos rêves. Et voici effectivement la to-do list par laquelle vous devez passer. Vidéo un peu longue, mais c'est effectivement un sujet qui est très important, que vous rencontrez tous tout au long de la vie de votre entreprise. Forcément, vous allez travailler avec des hommes, des femmes, bref, de la RH, des ressources humaines. Et c'est ce qui est le plus difficile à gérer. Beaucoup ne recrutent pas de la bonne façon. Donc c'était important pour moi de vous donner un process là-dessus, même si la vidéo risque d'être longue. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à candidater pour entrer sur Simplify si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. On n'a pas effectivement d'équipe de closer. Je pense que vous me connaissez depuis le temps. C'est toujours un peu le même call to action. Donc c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description. Vous prenez un appel directement avec moi. J'aurai ma joie, ma bonne humeur. Je serai toujours ici comme 10-15 heures par jour avec mon petit café, mon écran. On va discuter, comprendre un peu qui vous êtes, quelle est votre histoire, pourquoi vous voulez développer, c'est quoi votre mission, c'est quoi vos valeurs. Et effectivement, si en fonction de tout ça, je vois que vous avez un problème que nous, chez Simplify, moi et mes associés, on peut solutionner, que ça fait sens et que vous pouvez également rentrer par rapport à vos valeurs dans la grande famille qu'est Simplify. Dans ce cas, on se fixera un deuxième appel téléphonique dans lequel, là, effectivement, je vous expliquerai concrètement comment on accompagne aujourd'hui des dizaines d'entreprises, des agences, des coachs, des consultants à scaler à 10, 20, 30 000, 100 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, peu importe. Et surtout à faire de la rentabilité, parce que du chiffre d'affaires, encore une fois, bref, je parle beaucoup de rentabilité. N'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à autre chose, n'hésitez pas à me les poser. Moi, ça me permet d'avoir des sujets de vidéos futures que je créerai pour vous, pour répondre effectivement aux problématiques que vous rencontrez. Et puis voilà, merci à tous, en tout cas pour celles et ceux qui sont encore là à m'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis j'espère que ça vous aura plu et à très vite. Ciao, ciao.